Tout de suite, vous m'excusez, j'ai une lettre à Kelly, donc j'espère que je tiendrai jusqu'au bout de l'exposé. Je reviens tout de suite sur l'expression juif algérien. Ce n'est pas mon expression, j'avais demandé à ce que ce soit corrigé, ça n'a pas été fait, donc je le fais. Il n'y a pas de juifs algériens. Il n'y avait pas de nationalité algérienne avant l'indépendance, et après l'indépendance, il n'y avait pratiquement plus de juifs en Algérie. Donc il y a des juifs marocains qui ont la citoyenneté marocaine, tunisienne, qui ont la nationalité tunisienne. Il n'y a pas de juifs algériens, sauf les quelques-uns qui éventuellement l'ont réclamé. Donc je parle des juifs d'Algérie et pas des juifs algériens. Donc ça s'appelle, j'ai intitulé mon exposé d'un département français à l'autre. Donc disons que les juifs d'Algérie ont été sous influence française depuis 1830, la date de la conquête de l'Algérie, et de nationalité française depuis 1970. Lors de l'indépendance de l'Algérie en 1962, plus de 90% d'entre eux, on l'a vu ce matin, sont arrivés en France, et alors que la majorité, la très grande majorité d'entre eux n'avaient jamais foulé le sol de la métropole. Ils s'installent en France, passant de l'un des 3 départements français de l'Algérie à l'un des départements français de France, enfin de la métropole. Cette expression, hein, les Juifs d'Algérie sont passés d'un département à un autre, c'est le grand rabbin Sirat qui l'a dite sous forme de plaisanterie, le grand rabbin Sirat qui a été le premier grand rabbin de France né en Algérie. Donc les Juifs d'Algérie ne sont pas partis d'Algérie en tant que Juifs, donc c'est une migration de Juifs, mais ils sont partis en tant que Français parce qu'ils étaient des citoyens français. Bon, le fait d'être juif a sûrement joué aussi, bien entendu, mais enfin, ils ne sont pas partis en tant que juifs, ils sont partis avec tous les Français d'Algérie lors de l'indépendance. Et quand ils sont arrivés en France, ils sont devenus d'abord séfarades, ceux qui ne savaient pas forcément quand ils étaient là-bas, hein, ils se vivaient comme juifs, pas comme séfarades, mais beaucoup plus comiques, ils sont devenus des juifs pieds noirs, ce qui n'a absolument aucun sens. Les pieds noirs en Algérie étant les colons, qui ont toujours manifesté un antisémitisme constant par rapport aux juifs. Donc juifs pieds noirs, bon voilà, c'est ce qu'ils sont devenus quand ils sont arrivés en France. Alors, ils sont devenus autres sur leur terre natale, à l'arrivée de la France, hein, ils sont devenus petit à petit autres sur leur terre natale, ils sont citoyens d'une autre terre, ils sont enracinés là et acculturés ailleurs, ils sont chez eux et ailleurs en même temps. On peut dire qu'ils ont été, je reprends le titre que tu as donné à ton exposé, ils ont été indigènes et citoyens, étrangers et citoyens en permanence pendant toute la période de la conquête française, c'est-à-dire pendant 130 ans. Acculturés par leur langue, leur mode de vie, l'histoire qu'ils ont faite leur à la France, en fait, ils ne migrent pas, ils changent donc de département, ils changent de région. Ils se sentent, ils se veulent français, tout en ayant subi, tout au long de cette histoire, des 130 ans, différentes épreuves. Un anti-judaïsme européen constant depuis le début de la conquête, avec élection de députés anti-juifs, dont Édouard Drummond, et manifestation de haine à la fin du XIXe siècle, au moment de l'affaire Dreyfus, le mépris constant des musulmans, les émeutes musulmanes anti-juives d'août 1934 à Constantine, et, cerise sur le gâteau, l'abrogation du décret Crémieux par le régime de Vichy en 1940, les renvoyant à leur condition d'indigènes. Donc du jour au lendemain, ils perdent leur citoyenneté française et ils redeviennent des indigènes. En sortant de leur statut de dhimmi, le statut qu'ils avaient sous le pouvoir turc, mélange de protection mais surtout de soumission en terre d'islam, ils ont goûté à l'égalité citoyenne promise par la République. Ils seront alors dévoués à la République française, émus par le drapeau, émus par la Marseillaise, attachés à leurs pratiques religieuses dans l'espace privé, bien sûr, mais sentinelles vigilantes des principes républicains dans l'espace public. J'ai fait pas mal d'enregistrements, d'entretiens dans les années 70 de juifs d'Algérie qui étaient là depuis une petite dizaine d'années, et j'ai toujours été extrêmement touchée par cette espèce de patriotisme ardent qu'ils manifestaient. Ils étaient profondément français, ils disaient que quand ils entendaient la Marseillaise, ils avaient les larmes aux yeux. On en est loin aujourd'hui. Hein. Bon, en débarquant en France en 1962, on peut dire qu'ils ont choisi 3 choses. Ils ont choisi la sécurité. En tant que citoyens français et en tant que juifs, ils ne sont pas menacés en France alors qu'ils craignent de l'être en tant que français et en tant que juifs dans l'Algérie indépendante.
Ils ont choisi aussi la laïcité. Il n'y a pas de place pour eux dans une Algérie qui est constitutionnellement musulmane. Ils ont choisi la modernité et la démocratie sous la bannière liberté, égalité, fraternité. Ces choix s'expliquent parce qu'ils ont pris l'habitude donc de vivre dans un État républicain où la liberté du culte est protégée. En tout cas, en tant que juifs, la liberté de culte était protégée. Ils ont mis de côté, ils ont confiné dans l'espace privé leur langue d'origine, le judéo-arabe, leurs habitudes culinaires, leurs coutumes, pour revendiquer dans l'espace public leur attachement à la culture et à la civilisation française, attachement construit sur les bancs de l'école pour tous, à l'armée pour les hommes. Dans un roman récent qui vient de paraître en septembre, Valérie Zenati, dans le roman qui s'appelle Jacob, montre son oncle, jeune soldat juif de 19 ans, parti libérer la France en 1944, qui récite spontanément, ça aussi c'est une scène très touchante et en même temps je trouve qu'il illustre bien ce dont je veux vous parler, qui récite spontanément, enfin plus exactement il a en tête spontanément un poème de Victor Hugo alors qu'il vit sa première histoire d'amour à Lyon, en France, et qui dans le même temps, le lendemain, il participe à un combat et il se sent très malheureux de ne pouvoir prier spontanément. Il a ses collègues musulmans à côté de lui qui prient Allah spontanément. Lui voudrait faire quelque chose parce qu'il a peur et il n'y arrive pas. Donc, le poème de Victor Hugo qui lui vient spontanément à l'esprit, mais il n'arrive pas à prier spontanément. Voilà, l'acculturation s'est faite largement. Alors, pourquoi aussi cette transplantation en France ? Parce que beaucoup, et ça c'est quelque chose dont il faut avoir conscience, beaucoup sont fonctionnaires et petits fonctionnaires pour beaucoup, c'est-à-dire ils sont policiers, gardiens de prison, ce qui étonne beaucoup les Ashkénazes qui les voient arriver dans les années 60. Ils sont postiers, ils sont infirmiers et ils préfèrent conserver la sécurité de leur emploi en suivant leur administration d'origine. Ils sont mutés, hein, ils étaient à Alger, Oran, Tlemcen, ils vont être mutés à Nantes, Dunkerque ou Nîmes. Ils sont mutés d'un département à l'autre. Ils ne veulent pas également lâcher la proie pour l'ombre, donc je vous l'ai dit, en acceptant le futur de l'Algérie indépendante. Le nationalisme algérien qui se développe après 1945 insiste sur la dimension arabo-musulmane de la future Algérie indépendante. Comment, dans ces conditions, en tant que juif et attaché à sa judéité, rester dans une Algérie indépendante? Par ailleurs, alors, par rapport à Israël, ils connaissent mal ou peu Israël. Et donc c'est la différence avec leurs descendants aujourd'hui. Ils connaissent mal ou peu Israël, ils savent que c'est un pays en guerre, entouré d'Arabes, voué à sa perte. Mais Jérusalem est leur ville symbole, nommée chaque année au moment des fêtes de Pessah et en permanence dans toutes les prières. Les plus religieux y partaient pour y vivre leurs dernières années tout au long du XIXe siècle, au début du XXe siècle. Mais y vivre alors, dans les années 60, au quotidien avec leur famille, de jeunes enfants, refaire sa vie en Israël, ça ne venait pas du tout à l'esprit, si vous voulez, des Juifs d'Algérie d'alors. La décision du départ se comprend également par une série d'attentats qui, dans les dernières années, vont être explicitement dirigés contre des Juifs. Il y a eu assassinat de rabbins dans Mzab, des jets de grenades dans les synagogues, l'incendie de la grande synagogue d'Alger en 1960 avec destruction de documents de Sefer Torah qui dataient de l'Andalousie, hein, qui avait 4 siècles, et j'allais dire surtout, je ne sais pas si c'est surtout, mais sur le plan symbolique ça a été tout à fait important, l'assassinat du célèbre musicien Raymond Léris en 1961 à Constantine, musicien qui était juif, mais qui était un très grand spécialiste de la musique arabe, et qui jouait aussi bien dans les mariages musulmans que dans les mariages juifs. Donc tuer Raymond Léris, c'était quelque part signifier qu'il ne pouvait plus y avoir de juifs dans l'Algérie indépendante. Bon, on pourrait presque dire que l'arrivée dans l'ancienne métropole coloniale apparaît dans le parcours des Juifs d'Algérie comme la logique ultime de l'assimilation. Ils sont arrivés au bout de la procédure d'assimilation. La plupart de ces Juifs sont donc allés vers cette France qu'ils avaient appris à connaître et à aimer à travers sa littérature et son histoire qu'ils avaient faite complètement leur. Leur rapport si fort à l'identité française peut aussi se comprendre
par le besoin d'affirmer une identité précaire, souvent niée et bafouée. Les Juifs d'Algérie ont donc vécu le traumatisme du rejet soudain, hors de la nationalité française, par l'abrogation du décret Crémieux en octobre 1940. Je vous renvoie au très beau livre de Jacques Derrida qui s'appelle « Le monolinguisme de l'autre », où Derrida revient sur ce traumatisme qui a réellement construit son existence et son rapport à l'autre. Un droit acquis, être citoyen français, était supprimé du jour au lendemain. Les Juifs redevenaient ce qu'étaient leurs ancêtres en 1830, des indigènes. Élèves et enseignants juifs furent exclus de l'école française. Mais comment réagir alors les dirigeants de la communauté? Et ça aussi, ça me semble remarquable, si vous voulez, dans ces espèces de migration symbolique vers la France. Non seulement ils ne se sont pas renfermés sur une école juive, ils ont été obligés de créer des écoles juives, c'est-à-dire avec des enfants juifs exclus et des enseignants juifs exclus, mais qui suivaient exactement le programme des écoles, des écoles françaises. Hein. Donc les enfants juifs ont suivi pendant les 2 ans, pendant les 2 ans qu'a duré l'exclusion de la nationalité française, les programmes de l'école française, comme tous les autres enfants, simplement entre eux, parce que l'État les avait exclus. L'historien américain Ethan Katz a écrit un article que je trouve remarquable dans The Journal of North African Studies en 2012, où il revient sur tout ce parcours des Juifs d'Algérie et il montre, si vous voulez, il analyse en fait 2 moments historiques importants. La commémoration du centenaire de l'Algérie en 1930, donc 100 ans après la conquête, et le centenaire du décret Crémieux en 1970. Donc 1930, les Juifs d'Algérie sont encore en Algérie, n'imaginant absolument pas qu'un jour ils devraient en partir. 1970, ils sont pratiquement tous en France. Et entre ces 2 dates, donc il y a 2 centenaires. Comment vont-ils être célébrés et comment les Juifs d'Algérie vont-ils les célébrer? Donc Ethan Katz montre comment, à travers ces 2 commémorations, on peut voir une transformation de l'identité et de la mémoire collective de cette population et comment ça leur a permis de réinterpréter en fait la signification de leur migration physique en 1962. J'ai encore un peu de temps. Alors, donc, premièrement, le centenaire de l'Algérie. Je vais aller un peu vite parce que j'ai plein de choses à dire. Donc, le centenaire d'Algérie en 1930. Donc, le centenaire du débarquement a été un événement majeur dont on ne s'imagine pas aujourd'hui que ça a été aussi important. Mais on retrouve dans les archives énormément de documents qui montrent à quel point, combien il y a eu de manifestations, non seulement en Algérie, mais en France, combien il y a eu de brochures, combien il y a eu de livres d'imprimés, enfin pas seulement pour les Juifs, pour toute la communauté, pour toute la France et toute l'Algérie. Donc il y a eu vraiment des luttes et des célébrations. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir comment les Juifs se sont situés par rapport à ça. Donc le centenaire présentait de manière répétitive la conquête comme le point de départ des glorieux succès de la construction du colonialisme français. Et il a offert aux Juifs de France et d'Algérie l'occasion de donner leur propre récit de l'arrivée de la France, leur propre reconstruction, si vous voulez, de cette arrivée, récit à la fois républicain et juif. Chaque événement soulignait la fidélité, donc chaque événement soulignait la fidélité et l'enthousiasme des Juifs pour le rôle civilisateur de la France en Algérie. Pendant toutes les années, enfin, dans les années 20, jusqu'en 1930, plusieurs leaders communautaires fondaient des sociétés de conférences juives d'Alger où l'on mettait l'accent sur l'état des Juifs sous les Turcs et ce qu'ils étaient devenus depuis que les Français étaient là. Donc il y avait une société de conférences d'histoire, si vous voulez, où les Juifs apprenaient en quelque sorte leur propre histoire. Donc la mémoire construite pendant l'entre-deux-guerres par la judaïcité algérienne a mis au premier plan ce qui allait devenir le récit définitif de ce qui s'était passé pour les Juifs, à savoir un attachement toujours plus grandissant et actif envers la civilisation française et la France, mère patrie.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder la presse juive métropolitaine au moment du centenaire. Comment la presse juive métropolitaine analyse le centenaire, qu'est-ce qu'elle en dit? Alors, il y a deux journaux principaux. Il y a les archives israélites, qui sont, pour aller vite, de gauche, disons, modernes, progressistes, et l'Univers israélite, qui est un journal un peu plus conservateur. Mais alors là, les différences s'effacent, et les deux ont à peu près le même discours. Alors, le discours, c'est que l'émancipation et la civilisation en Algérie est un processus qui va toujours de l'avant. Et dans ce processus, les Juifs sont au premier rang. Hein. Ils sont l'exemple, le modèle de l'émancipation. Donc, récit qui est toujours centré sur l'État français bienveillant et sur la dévotion que portent à cet État les Juifs d'Algérie. Les récits reprennent la rhétorique habituelle, si vous voulez, des fonctionnaires français et des institutions juives métropolitaines. En gros, si vous voulez, ce qui est développé, c'est que, et là je cite, les Français ont balayé le régime des Turcs, sous lesquels nos pères des générations précédentes avaient eu tant à souffrir. Les Juifs d'Algérie étaient devenus, par le biais de l'assimilation, c'est un mot qui est employé en permanence et qui est un mot qui est valorisé. Hein. Donc, les Juifs d'Algérie avaient obtenu, grâce à cette assimilation et grâce au libérateur France, hein, c'est comme ça que je trouve le terme, si vous voulez, dans le journal, ils avaient obtenu des succès impressionnants. Bon, il rappelait malgré tout l'opposition constante au décret Crémieux des colons, hein, une opposition constante depuis le début, mais malgré cela, il y avait une espèce d'acte de foi, un acte de foi optimiste sur le fait que ceux qui gagneraient, ce seraient ceux qui acceptaient les Juifs comme égaux à tous les autres. Dans l'autre journal, on va trouver à peu près la même chose. Hein. Voilà par exemple une phrase « Émancipation, sécurité, égalité, dignité, voilà ce que l'occupation française nous a apporté ». Donc la France apparaît comme l'initiatrice de la libération politique des Juifs. Bon, donc je vais plus vite. Ces auteurs s'exprimaient dans la presse juive métropolitaine, mais leurs interprétations allaient dans le même sens que celles de l'État français, des forces progressistes de France de l'époque et du judaïsme républicain. Alors, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que tous ces discours vont prendre, on va construire ce discours de l'émancipation, de la bonne émancipation des Juifs, à travers le filtre du récit de Pâques, de Pessah. C'est-à-dire que la France est venue libérer les Juifs de l'esclavage. Et donc, ça n'est pas ce qui s'est produit, si vous voulez, avec l'arrivée de la France, c'est une marche vers l'émancipation, comme les Juifs antiques s'étaient progressivement libérés des Égyptiens et des oppresseurs. Et qui sont les oppresseurs dans le cas des Juifs d'Algérie? Eh bien, ce sont les musulmans, qui pendant des siècles les ont opprimés, qui pendant des siècles les ont mis dans un statut de dhimmi, et la France est venue les libérer, les a aidés à se libérer, hein, de ce joug de la dhimmitude. Bon, donc le filtre du récit biblique est vraiment très très prenant. C'est assez amusant à voir. Hein. Et la France a donc ce visage, si vous voulez, celle qui permet aux Juifs de se libérer progressivement. Et dans les récits juifs du centenaire, l'emploi répété des termes liberté et émancipation sont constants. Et ils se réfèrent tout le temps à la Révolution également de 1789. Hein, voilà, ça joue aussi, c'est l'autre filtre. Les Juifs d'Algérie sont d'ailleurs c'est ce que va dire le grand rabbin d'alors, le grand rabbin d'Algérie d'alors, les Juifs d'Algérie sont les derniers enfants de la France. Hein, ce sont les derniers qu'elle a libérés, et c'est pour ça que les Juifs l'aiment tant. Bon, donc je m'arrête pour le centenaire du décret Crémieux, le centenaire 1930, le centenaire du décret Crémieux, et là aussi, c'est un moment extrêmement intéressant. Donc, le décret Crémieux, enfin, j'en ai pas beaucoup parlé, mais tout le monde, je pense, sait ce que c'est. Hein. En 1870, le ministre de la Justice du gouvernement provisoire donne, par le biais d'un décret, la naturalisation collective de tous les Juifs d'Algérie, qui du jour au lendemain deviennent français. Mais ça n'est pas arrivé comme un coup de tonnerre,
Ça s'est préparé lentement depuis 1830, pendant 40 ans. Il y a eu toute une série de mesures, toute une série d'évolutions qui ont fait que c'est Crémieux qui a signé ce décret, mais le ministre de Napoléon III, Émile Ollivier, avait déjà préparé des choses. Il aurait pu signer exactement le même décret si Napoléon III n'avait pas perdu à Sedan. Bon, donc c'est un long processus historique en fait. Mais qui a été un véritable coup de tonnerre malgré tout, parce que du jour au lendemain, ces indigènes, qui étaient méprisés par les colons, qui étaient considérés comme rien du tout comme les colons, qui étaient moins aimés encore que les musulmans, hein, on considérait que les musulmans étaient fiers, tandis que les juifs, ils avaient tous les défauts de la terre. Bon, ces juifs-là qui devenaient français avaient tous les droits des citoyens français. Ils envoyaient leurs enfants à l'école, ils votaient, bon, ils étaient absolument égaux. Donc ça va introduire des profonds bouleversements, naturellement, dans leur vie quotidienne et dans leur vie sociale. De 1954 à 1962, la guerre d'indépendance s'est déroulée et la question de la position des Juifs pendant cette guerre franco-algérienne est une question tout à fait importante. Bon, disons pour aller vite, parce que ce n'est pas vraiment le sujet, que les Juifs ont essayé de rester neutres. Dans les papiers que j'ai consultés, je retrouve souvent cette expression parmi les responsables juifs d'Algérie qu'il était impossible de choisir entre son père et sa mère. Voilà, ça dit bien les choses. Donc il y avait une position de neutralité, en tout cas revendiquée. Bien sûr, un petit nombre a aidé le FLN, un petit nombre a aidé l'OAS, mais la masse, si vous voulez, ne s'est pas déterminée de manière claire, et en tout cas, les dirigeants, eux, se sont déclarés de manière claire pour cette position de neutralité. L'organe des Juifs progressistes d'Algérie, qui s'appelait Information Juive, une espèce de bulletin, écrivait dans ces années-là, en 1956, que les Juifs d'Algérie étaient profondément reconnaissants à la France, à laquelle ils devaient tout. Mais en même temps, il rappelait la présence bimillénaire des Juifs en Algérie et soulignait la cordialité des relations historiques entre Juifs et musulmans et les espoirs de coexistence future. Bon, on peut dire que c'était du politiquement correct avant la lettre, mais ça s'imposait peut-être dans le contexte de l'époque. Évoquant... Comment ? 5 minutes. Bon, je vais très très vite, parce que ça c'est vraiment la partie intéressante. Évoquant les souffrances des Juifs à cause du racisme des colons. Et la tradition juive qui fait de la justice et de l'égalité entre les hommes une exigence absolue, l'organisation désignait la communauté comme inébranlablement attachée à ces principes, ce qui signifiait qu'elle souhaitait que les musulmans aient un statut égal aux juifs dans l'Algérie qui devait se construire. Bon, à travers cette formulation, donc le journal Information Juive défendait l'idée selon laquelle non seulement les juifs, mais tous les Algériens pouvaient atteindre la libération sous tutelle française. Bon. Donc, dans une lettre confidentielle de janvier 1957, Jacques Lazarus, qui était le responsable de ce journal, écrit qu'il s'agit maintenant de choisir entre deux mondes et entre deux modes de vie. Le judaïsme algérien s'est intégré trop avant dans le monde occidental, au détriment même de ses propres valeurs ancestrales, pour prendre désormais une autre voie que celle qu'il a suivie depuis un siècle. Bon, je passe, mais donc 1962, les Juifs d'Algérie arrivent en France. 8 ans après, 1970, c'est le centenaire du décret Crémieux. Que faire? Alors, à ce moment-là, il y a une association qui s'appelle l'Association des Juifs originaires d'Algérie, la JOA, qui se réunit et qui réfléchit à ce qu'il faut faire pour commémorer dignement le décret Crémieux, le centenaire du décret Crémieux. Eh bien, tenez-vous bien, on décide de le commémorer à minima. On décide en gros de ne pas le commémorer. On décide de ne pas faire une grande démonstration. Le consistoire veut qu'il y ait une grande démonstration. Les autres organisations veulent. La JOA, qui représente vraiment les Juifs d'Algérie, puisqu'on estime qu'à l'époque, donc 120 000 Juifs d'Algérie en France, 15 000 abonnés au journal de la JOA. Donc c'est quand même assez important. Hein. Bon, ben la JOA décide de ne pas
de ne pas commémorer en grand le centenaire du décret Crémieux. Pourquoi? Alors là, on est, je trouve, vraiment au bout de la logique d'assimilation, parce que nous sommes convaincus que les Juifs d'Algérie sont des Français comme les autres, et donc leur voix n'a pas à s'exprimer collectivement. Ils peuvent s'exprimer en tant qu'individus, mais ils n'ont pas à s'exprimer collectivement puisqu'ils sont des citoyens français comme les autres. Et après de très longues discussions, le Conseil décide d'organiser une réunion le 25 octobre 70, donc le décret avait été signé le 24 octobre, donc juste 100 ans après, mais discrètement, simplement, avec simplement quelques dignitaires juifs de l'époque et 2 ou 3 orateurs, et dans la salle, il y a une cinquantaine de personnes. Donc la principale association de Juifs d'Algérie en France choisissait de rendre un hommage discret à l'acte qui avait accordé la nationalité française à sa communauté et d'en commémorer l'anniversaire sans fanfare. Comme la direction de l'AGOA comprenait des personnes qui avaient occupé des postes clés dans la communauté juive d'Algérie depuis la décolonisation, cette manière de célébrer le centenaire peut apparaître comme une nouvelle manifestation des ruptures, des déplacements de population et des souvenirs de la guerre d'Algérie. Cette manifestation, vous me donnez encore 2 minutes, cette manifestation contrastait avec l'importance capitale qu'à la fois les Juifs de France et d'Algérie avaient attribué au décret. Aussi bien pour les Juifs de France que pour les Juifs d'Algérie, le décret Crémieux était un moment très important. Les Juifs de France avaient beaucoup lutté pour qu'il n'y ait pas, sous le régime de la France, de populations juives avec des statuts inégaux. Donc ça avait été vraiment quelque chose de très important. Eh bien, Émile Toiti, qui était dirigeant du consistoire à l'époque, a été l'avocat principal avec Lazarus de cette retenue. Et ses avis furent déterminants. Information juive a republié en 1970 un article qu'avait écrit Émile Toiti en 1961, donc 1 an avant l'indépendance. Et il le republie tel quel, sans aucune correction. Autrement dit, ce qui avait été dit en 1961, avant l'indépendance, était toujours bon aujourd'hui, ce qui est intéressant. Alors, dans cet article, Toiti traitait l'acte officiel d'émancipation comme le résultat d'un long processus de francisation de la communauté juive d'Algérie. Si leurs parents avaient obtenu la citoyenneté en vertu du décret, les Juifs d'Algérie des générations suivantes, et donc de la génération de 70, avaient la nationalité française par naissance, et pas par le décret, avaient la nationalité française par naissance, sans l'intermédiaire d'un acte d'émancipation. Étant donné qu'ils étaient devenus complètement intégrés, ils ne pouvaient pas être distingués des autres citoyens français d'Algérie. Cette perspective explique l'effort réussi de Toiti pour minimiser l'attention accordée par les Juifs d'Algérie au 100e anniversaire du décret Crémieux. Il a laissé entendre que leur citoyenneté était totalement assurée, que le processus passé d'émancipation et d'intégration était si lointain que la communauté devait traiter l'occasion sans fanfare. Toiti semblait craindre que faire autrement aurait stigmatisé les Juifs d'Algérie, les aurait posés comme différents des Juifs originaires de France métropolitaine et des pieds noirs beaucoup plus nombreux. Bon, je conclue très rapidement. J'ai en route un travail de relecture, si vous voulez, des travaux d'ouvrages qui sont parus depuis 1962, écrits par des Juifs d'Algérie ou écrits par des gens qui s'intéressent aux Juifs d'Algérie, sous forme de témoignages, de mémoires. Et en particulier, il y a toute une série de livres qui sont parus sur, par exemple, mon enfance en Méditerranée. Et on interroge des Juifs connus en général sur leur enfance à Tunis, à Alger, surtout dans tout le parcours méditerranéen. En particulier, je pense à un ouvrage de Leïla Sabah qui s'appelle « Mon enfance en Méditerranée », qui me semble idéologiquement très intéressant, parce que tous les Juifs qui sont interrogés dans cet ouvrage-là n'ont que des souvenirs merveilleux de leur enfance en Algérie et ailleurs. Tout était splendide, tout le monde s'entendait très bien, il n'y avait aucun problème. Et je continue d'être un peu étonnée, si vous voulez, de voir dans ces ouvrages-là qu'il n'y a pas une seule note discordante. Personne n'a de mauvais souvenirs de ce qui se passait auparavant, tout se passe très bien. Alors, ce que l'on voit aujourd'hui en France, donc je ne reviendrai pas sur les migrations des Juifs de France vers
Israël. Simplement pour noter que même s'il y en a 5000 qui partent, ce n'est jamais que 1% de la population, donc bon, c'est nouveau comme fait, mais c'est pas si énorme que ce qu'en disent tous les journaux. Ce que l'on sait en tout cas, c'est que ceux qui partent, c'est souvent la deuxième génération. Hein. Ce ne sont pas forcément ceux qui sont partis d'Algérie quand ils étaient adultes, ce sont ceux qui sont plus jeunes, qui sont partis d'Algérie quand ils étaient enfants ou qui sont nés en France, donc de parents d'Algérie. Et je conclurai en disant que peut-être que pour certains d'entre eux en tout cas, devenir israélien leur donne le sentiment d'avoir fait le tour et d'être quelque part revenu au pays natal.